Le directeur parlementaire du budget a publié aujourd'hui sa revue économique et financière pour juin 2025. Il se penche sur le nouveau point d'ancrage du gouvernement qui a promis d'équilibrer le budget de fonctionnement et de le limiter à une croissance de 2 %. Mais le directeur parlementaire du budget met en garde que le gouvernement pourrait réaliser son objectif budgétaire tout en n'étant pas viable sur le plan budgétaire. Et pour comprendre ce que ça veut dire, ce que nous devons retirer de cette revue économique, nous avons avec nous le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux. Monsieur Giroux, bonjour. Bonjour. Alors, commençons par ce qu'on vient de lire là à l'écran. C'est quoi le risque pour le gouvernement d'adopter un point d'ancrage, ce point d'ancrage-là? Bien, ce point d'ancrage-là, ça vise à équilibrer le budget d'opération du gouvernement, alors qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que le gouvernement entend par les dépenses ou le budget d'opération. Il faut comprendre que dans le système de comptabilité actuel, comptabilité d'exercice, on a déjà un mécanisme par lequel on amortit les dépenses en immobilisation, en capital, sur la vie utile des actifs qu'on achète. Donc, cette comptabilité-là, où on fait une distinction entre le budget d'opération et le budget en immobilisation, existe déjà. Ce que le gouvernement semble proposer, c'est une distinction additionnelle qui transférait davantage des dépenses qu'on considère actuellement des dépenses de fonctionnement vers les dépenses en immobilisation. Tout ça pour dire que on n'a pas encore une idée très claire de ce qui pourrait passer d'un saut à l'autre ou d'une catégorie à l'autre, ce qui nous laisse penser que le gouvernement pourrait être tenté de présenter un surplus ou un équilibre financier dans une partie de ses opérations, mais présenter un déficit important dans les dépenses, par exemple, d'immobilisation ou en capital. Ce qui pose un risque à long terme Évidemment, sur la viabilité économique. Parce que le gouvernement va tout de même avoir à emprunter ces fonds-là si on est en situation globale de déficit, comme on l'est actuellement, et ça pourrait vouloir dire des frais d'intérêt sur la dette plus élevés et qui vont en croissant. Donc, c'est bien de regarder les dépenses annuelles et les déficits ou les surplus, mais la trajectoire dans le temps est d'autant plus importante pour déterminer si les finances publiques sont viables ou non. Si je me rappelle, le comptabilité 101, on parle d'investissement et de dépenses, on fait la différence. Vous n'avez pas de définition claire de ce que c'est dépenses en capital, dépenses budget de fonctionnement. Si on se fie à ce qui est de la base, là, comme je disais, l'investissement, dépenses, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un portrait pour vous de la situation? Le portrait actuel, basé sur les définitions actuelles, il est possible parce que le gouvernement actuellement rend compte, fait sa reddition de compte basée sur la comptabilité, la mode de comptabilité d'exercice, ce qui est conforme aux principes généralement reconnus en comptabilité, aussi au cadre législatif. Et la vérificatrice générale s'assure de vérifier les états financiers gouvernementaux sur cette base-là. Ce qu'on n'a pas, c'est la nouvelle définition du gouvernement de ce qui pourrait constituer des dépenses d'immobilisation, parce que cette définition-là, actuellement, semble appropriée d'après toutes les personnes et les organismes qui réglementent la comptabilité, donc l'Institut des professionnels des comptables, la vérificatrice générale, comme je l'ai mentionné. Mais ce qu'on n'a pas, c'est quel changement le gouvernement voudrait apporter à sa propre comptabilité. C'est une forme de comptabilité créative pour trouver des sommes là où on ne devrait pas en trouver? Moi, je dirais que c'est une comptabilité probablement innovatrice, à défaut d'avoir vu ce que le gouvernement propose, parce que le concept a été mentionné, mais les détails de ce qui changerait n'ont pas encore été annoncés. On va attendre de voir qu'est-ce que le gouvernement propose concrètement avant de se prononcer. En même temps, innovateur, normalement, c'est positif. Et en même temps, vous mettez en garde, comme je le soulignais d'entrée de jeu, qu'il peut y avoir un risque à long terme sur la viabilité économique. Est-ce vraiment innovateur, cette façon de faire? Innovateur dans le sens que, oui, si on change les choses, mais je disais ça, innovateur avec un peu un sourire en coin parce qu'on a déjà un cadre réglementaire ou un cadre de reddition de comptes qui est assez solide, qui est accepté par les institutions internationales, par la vérificatrice générale, comme je l'ai mentionné. Donc, quelque chose qui fonctionne depuis une bonne vingtaine d'années et qui donne un portrait assez juste et complet des finances publiques dans la mesure du possible. Alors, le changer comme ça, il faudrait voir quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est de minimiser l'impact d'un déficit, donc indûment de réduire ce qui est présenté, là, j'aurais des préoccupations, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Avez-vous demandé
au gouvernement une nouvelle définition ou de vous donner les pistes d'analyse là, qu'il a mis de l'avant, entre autres discours du trône? On a eu des discussions avec les fonctionnaires. On n'a pas encore eu de détails. On croit comprendre que les détails de ce que le gouvernement propose ne sont pas encore disponibles ou pas encore finalisés, ce qui est compréhensible lorsqu'on jongle avec des dizaines ou des centaines de milliards de dollars. Donc, on a fait ces demandes-là de façon informelle. On n'a pas encore eu de réponse, ce qui est normal. C'est encore un peu tôt pour avoir les détails suffisants lorsqu'on parle d'un changement qui pourrait être assez important. Votre revue économique et financière comprend quand même une nouvelle qu'on pourrait qualifier de bonne nouvelle parce qu'au cours de l'année 2024-2025, l'exercice, le déficit est plus bas que prévu. Il se chiffre à 46 milliards, plus bas que certaines de vos évaluations. Est-ce qu'on doit se réjouir de ce chiffre-là compte tenu du contexte économique actuel et ce qui nous attend? C'est sûr que lorsqu'on voit les résultats qui s'annoncent meilleurs que ce qu'on attendait, c'est toujours une bonne nouvelle. Dans ce cas-ci, on a un déficit qui est légèrement plus faible ou un peu moins élevé que ce qu'on s'attendait en mars et que le gouvernement prévoyait en décembre lors de sa mise à jour de l'automne, presque de l'hiver. Donc, c'est de bonnes nouvelles, mais c'est dû en bonne partie par des revenus provenant de l'impôt des entreprises plus élevés que la plupart des observateurs s'attendaient. Donc, c'est une bonne nouvelle, en effet. Ce qu'on redoute, c'est que le ralentissement économique qu'on voit, qui est en train de s'installer depuis le deuxième trimestre et qui va continuer dans le trimestre courant et les subséquents, risque de poser un peu une douche froide sur cette bonne performance de l'économie et des finances publiques. Pas se réjouir trop tôt. Et je veux vous entendre sur la remise canadienne sur le carbone, parce que vous avez dit que le dernier paiement était déconnecté de l'objectif de cette remise carbone. Il y a le Bloc québécois qui dit que le paiement qui a été fait, bien, on devrait aussi l'étendre aux provinces qui ne participaient pas au programme de taxe carbone, Colombie-Britannique et le Québec. Êtes-vous en accord avec ce que le Québec dit, avec le Bloc québécois dit, pardon? La remise canadienne sur le carbone, ça visait à remettre en avance ce que les ménages, ce que le gouvernement prévoyait percevoir auprès des ménages dans chacune des juridictions. Donc, avec le 1er avril, la décision qui a été annoncée dès le 1er avril de ne plus percevoir la taxe carbone, le gouvernement a quand même décidé de rembourser par anticipation la taxe qui n'était plus perçue. Donc, ce n'est pas un remboursement rendu là? Non. On remboursait quelque chose que personne n'a à payer. Donc, il n'y avait plus vraiment lieu d'avoir un remboursement si on maintient cette logique-là de rembourser par anticipation les taxes que les gens vont payer au cours du trimestre. Donc, les demandes de certaines provinces, notamment le Québec, à l'effet que les gens, les contribuables de l'ensemble des provinces ont payé ça, ça me semble être des demandes qui sont tout à fait légitimes. Donc, en théorie, si le gouvernement avait voulu faire un cadeau, il aurait dû le faire à toutes les provinces, pas juste celles qui payaient parce qu'elles n'avaient pas payé. Bien, ce que le gouvernement a utilisé comme justification, c'était une mesure de transition pour passer d'un monde où on avait la taxe carbone, dans ces juridictions-là, à un monde où il n'y en avait pas. Mais lorsqu'on fait une transition d'un régime où on a une taxe vers un régime où il n'y en a plus, habituellement, la transition est assez facile. On ne paye plus une taxe, donc... Le fait de ne plus payer, c'est la transition. C'est la transition, exactement. Donc, la justification me semblait un peu, encore là, innovatrice ou créative. C'est une façon de le dire, en effet. Yves Giroux, merci beaucoup. Et on souligne que vous finissez votre mandat le 2 septembre prochain. Donc, profitez de ce dernier été à la tête du bureau du directeur parlementaire du budget. Et merci d'être venu en studio avec nous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.